La porte grinça comme un aveu forcé dans le silence de la nuit parisienne. Alexis se tenait là, silhouette sombre contre la lueur orangée des réverbères filtrant à travers les voilages, ses yeux verts brillants d'une fièvre que je n'avais jamais osé nommer. « Adrien, je ne peux plus prétendre, murmura-t-il, et en un battement de cœur, le monde que j'avais construit avec sa sœur s'effondra comme un château de cartes sous une brise traîtresse. Le choc me cloua au lit, mon cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier en révolte. Ses pas lents sur le parquet usé de l'appartement haussmannien semblaient égrener les secondes d'une confession inévitable, et quand ses doigts effleurèrent mon épaule, je sentis le feu d'une trahison qui n'était pas encore la mienne. Paris, ville des amours impossibles, nous enveloppait de son indifférence cruelle, tandis que le destin, ce farceur impitoyable, tissait déjà les fils d'une passion interdite. Je m'appelle Adrien Duval, 32 ans, architecte de formation, mais plus souvent tourmenté par les plans intérieurs de mon âme que par ceux des immeubles parisiens que je dessine. Mon mariage avec Élise, la sœur cadette d'Alexis, avait été une de ces unions que l'on célèbre avec des toasts au champagne et des promesses éternelles, sous les arches de Notre-Dame ensoleillées. C'était il y a 5 ans, un été où la Seine miroitait comme un miroir complice, et où j'avais cru, naïvement, que l'amour se construisait sur des fondations solides de routine et de tendresse partagée. Élise était une fleur fragile, une galeriste aux cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Barbizon, avec un rire qui effaçait les grisailles des matins d'automne. Mais sous cette surface lisse, il y avait des fissures que je refusais de voir, des absences prolongées, des silences lourds comme la brume sur le pont des Arts. Alexis, son aîné de 3 ans, était le pilier de la famille Moreau. Avocat pénaliste, il naviguait les couloirs sombres des tribunaux avec une assurance qui frôlait l'arrogance, ses costumes taillés sur mesure soulignant une silhouette athlétique forgée par des matinées de course le long des quais. Ses yeux, d'un vert profond comme les bassins du Luxembourg, portaient le poids d'un passé que personne n'osait effleurer, la mort prématurée de leur père, un diplomate perdu dans un accident de voiture en Afrique, laissant derrière lui une mère veuve et 2 enfants orphelins de repère. Alexis avait élevé Élise autant que leur mère, l'avait protégée des ombres familiales avec une férocité presque possessive. Moi, en tant que beau-frère, j'étais l'intrus bienvenu, celui qui apportait des dîners improvisés et des escapades à Montmartre, mais qui, au fond, se sentait toujours comme un hôte temporaire dans leur lignée. Cette nuit-là, l'appartement du Marais bruissait des échos lointains de la ville qui ne dort jamais. Élise était partie pour une foire d'art à Lyon, m'abandonnant à la solitude de nos murs crème et aux croquis éparpillés sur la table de la salle à manger. J'avais sombré dans un sommeil agité, hanté par des rêves où des ponts s'effondraient sous mes pieds, symbole fragile de l'équilibre précaire de ma vie. Et puis, ce grincement. Alexis. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Sa présence dans l'encadrement de la porte était comme une intrusion poétique, un vers de Baudelaire arraché à la page pour se matérialiser dans la chair. Il s'avança, refermant la porte derrière lui avec une douceur qui contrastait avec la tempête dans son regard. « Je sais que c'est tard, dit-il d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait un morceau d'âme. » Je me redressai, le drap glissant sur mon torse nu, le cœur battant la chamade. « Alexis, qu'est-ce qui ne va pas? Élise va bien ?» Ma voix tremblait, trahissant une inquiétude qui masquait mal l'étrange frisson qui me traversait. Il secoua la tête, s'asseyant au bord du lit sans y être invité, ses genoux frôlant les miens dans l'espace confiné. L'air s'alourdit d'un parfum de vétiver et de pluie récente, celui qu'il portait toujours, un élixir qui évoquait les nuits d'orage sur la côte d'Azur. « Ce n'est pas Élise, répondit-il enfin, ses doigts se crispant sur le bord du matelas. « C'est moi. C'est nous. » Le nous plana comme un couperet, suspendu dans le silence. Je le fixai, cherchant dans ses traits ciselés la mâchoire carrée, les lèvres pleines légèrement entr'ouvertes, un signe que j'avais du mal à interpréter. Depuis des mois, peut-être des années, il y avait eu ces regards volés lors des dîners familiaux, ces effleurements accidentels dans la cuisine exiguë, ces conversations tardives sur Proust et les amours perdus qui s'étiraient jusqu'à l'aube. J'avais attribué cela à une fraternité naissante, à ce lien forgé par le mariage qui nous unissait malgré nos différences, lui, l'héritier tourmenté, moi, l'artiste pragmatique qui avait fui les provinces pour les lumières de Paris. Mais cette nuit, les masques tombaient. « Adrien, reprit-il, sa main se posant sur la mienne avec une hésitation qui me désarma, je t'ai vu, vraiment vu, pour la première fois lors de votre mariage. Ton sourire quand tu dansais avec elle, cette vulnérabilité que tu caches derrière tes croquis. J'ai essayé de l'ignorer, pour elle, pour la famille. Mais c'est plus fort que moi. » Ces mots étaient un torrent, emportant les digues de la raison. Je retirai ma main, non par rejet, mais par pur instinct de survie, sentant le sol se dérober sous moi.
Alexis, arrête. Tu es saoul? C'est une blague cruelle? Ma voix se brisa, et il secoua la tête, les larmes perlant au coin de ses yeux. Non. C'est la vérité qui me ronge depuis si longtemps. Il se pencha en avant, son souffle chaud contre ma peau, et dans cet instant suspendu, je vis l'homme derrière l'avocat, un être brisé par des secrets enfouis, par une orientation qu'il avait niée pour honorer un legs familial conservateur. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, avait toujours été une ville de confessions chuchotées, mais celle-ci résonnait comme un blasphème intime. Je sentis une chaleur traîtresse monter en moi, un désir refoulé que j'avais enterré sous des nuits solitaires, me convainquant que mon mariage était suffisant. Pourtant, face à lui, tout vacillait. Nous parlâmes, ou plutôt, il déversa, et je écoutai, hypnotisé par la vulnérabilité qu'il offrait comme un sacrifice. Il me raconta ses nuits blanches, ses aventures éphémères dans les bars sombres de Pigalle, ses rencontres anonymes qui laissaient un goût amer de solitude. Je t'aime, Adrien. Pas comme un frère, pas comme un ami. Comme un homme aime un autre homme. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de ma réalité. Je ne répondis pas immédiatement, comment l'aurais-je pu? Mon esprit tourbillonnait, évoquant les rires d'Élise, les projets de famille que nous murmurions au lit, et ce tiraillement nouveau, ce feu qui léchait les bords de mon être. Finalement, je murmurai, et Élise? Sa réponse fut un soupir déchirant. Elle mérite mieux que nos mensonges. Mais je ne sais pas comment arrêter ça. Nous restâmes là, immobiles, le temps s'étirant comme une toile infinie. Puis, dans un geste impulsif, il se rapprocha, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser hésitant, chargé d'années de non-dits. Ce fut un éclair, un choc électrique qui me traversa, me laissant pantelant, le goût salé de ses larmes sur ma langue. Je le repoussai doucement, le cœur en lambeaux. Va-t'en, Alexis. Avant que je ne fasse quelque chose dont nous nous repentirons tous. Il obéit, se levant comme un somnambule, mais au seuil, il se tourna, ce n'est pas fini, Adrien. Pas pour moi. La porte se referma, me laissant seul avec l'écho de son parfum et le chaos d'un monde réinventé. Je ne dormis pas cette nuit-là. Les heures s'écoulèrent, bercées par le ronronnement distant du métro, et je me surpris à tracer sur un carnet les contours de son visage, lignes fluides et incertaines. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel plombé, indifférent à mes tourments, et je partis pour mon bureau rue de Rivoli, feignant une normalité qui sonnait faux. Les jours suivants furent une danse maladroite d'évitement. Lors du dîner familial dominical chez leur mère, avenue Montaigne, je sentis son regard sur moi comme une caresse invisible, tandis qu'Élise babillait sur ses dernières acquisitions artistiques. Alexis, impassible en surface, glissait des regards qui disaient tout, désir, regret, appel au secours. Je répondais par des silences polis, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Étais-je gai? Bi? Ou simplement un homme perdu dans les méandres d'une affection fraternelle dévoyée? Les questions me hantaient lors de mes promenades solitaires le long de la Seine, où les bouquinistes offraient des volumes jaunis de Verlaine, poète des amours maudites. Un soir, après une dispute futile avec Élise sur nos projets d'enfants où elle voulait, moi j'hésitais, hanté par des doutes que je ne pouvais partager, je me réfugiai dans un bar à vin du quartier latin. Là, assis au comptoir, un verre de Bordeaux à la main, je revis Alexis par hasard. Où était-ce le destin? Il entra, échevelé par le vent d'automne, et nos yeux se croisèrent dans le miroir derrière les bouteilles. Il s'approcha, commanda un pastis, et nous parlâmes de tout et de rien, de l'affaire judiciaire qui le rongeait, d'un immeuble art nouveau que je rénovais. Mais sous les mots, le courant souterrain bouillonnait. « Pourquoi es-tu venu » demandai-je enfin, la voix basse. Il sourit, un sourire triste, usé. « Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Tu es dans ma tête, Adrien, comme une obsession poétique. » Nous sortîmes dans la nuit fraîche, marchant sans but vers le Panthéon, où les ombres des grands hommes semblaient nous juger. Là, sous les étoiles voilées par la pollution lumineuse, il m'avoua plus, son premier amour, un camarade d'université perdu dans le placard familial, ses luttes pour concilier sa carrière avec son identité. Je l'écoutais, et pour la première fois, je partageais mes propres confessions, ces attirances fugaces dans ma jeunesse provinciale, refoulées par la peur du scandale. Ce soir-là, nous nous embrassâmes vraiment, contre un mur moussu du jardin du Luxembourg, un baiser vorace qui balaya les dernières résistances. Ses mains sur ma taille, fermes et tremblantes, éveillèrent en moi un désir primal, une libération que je n'avais pas anticipée. Nous nous séparâmes essoufflés, promettant le silence, mais le mal était fait.
la graine de la trahison était plantée, et Paris, avec ses ruelles complices, devint le théâtre de nos rendez-vous clandestins, un hôtel discret rue des Écoles, des promenades nocturnes sur les berges, où nos doigts s'entrelacent sous les ponts illuminés. Pourtant, la culpabilité me rongeait comme un acide lent. Élise, avec sa douceur infinie, sentait quelque chose de changé en moi, mes distractions, mes absences. « Tu vas bien, mon amour ?» demandait-elle, ses yeux bruns emplis d'inquiétude. Je mentais, la serrant contre moi, me maudissant pour cette duplicité. Alexis, de son côté, luttait avec sa propre ombre. « Je la détruirai si elle la prend », confessait-il lors d'une nuit passée à errer dans le Père-Lachaise, parmi les tombes de poètes damnés comme Oscar Wilde. Le premier vrai conflit surgit un mois plus tard, lors d'une soirée d'anniversaire pour leur mère. L'appartement cossu vibrait de rire et de jazz en fond, mais entre Alexis et moi, l'air crépitait de tension. Une danse forcée, un jeu idiot imposé par Élise nous plaqua l'un contre l'autre, et je sentis son corps durcir contre le mien, son souffle chaud dans mon cou. « Pas ici », murmurai-je, paniqué. Il recula, le visage crispé, et quitta la fête prématurément, prétextant un appel urgent. Je le suivis dehors, dans la pluie fine qui tambourinait sur les pavés. « Qu'est-ce qui te prend ?» sifflai-je, le rejoignant sous un auvent. Ses yeux flamboyaient de colère contenue. « C'est insupportable, Adrien. Te voir avec elle, jouer le rôle du mari parfait. Ça me tue. » Sa voix se brisa, et il m'attira à lui, m'embrassant avec une urgence désespérée, indifférent aux passants. Je me débattis, le repoussant violemment. « Et moi ? Et notre vie ? Tu penses seulement à toi. » Les mots fusèrent, accusateurs, et pour la première fois, la faille s'élargit, il m'accusa de lâcheté, moi de le manipuler comme un amant secret. Nous nous séparâmes furieux, le cœur saignant sous la averse. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Je me jetai dans le travail, noyant mes nuits dans des plans d'architecte pour un musée moderne à la Défense, des lignes droites qui contrastaient avec le chaos de mes émotions. Élise, sentant la distance, proposa une thérapie de couple, que j'acceptai par culpabilité. Lors des sessions, je mentais encore, dépeignant un mariage las mais réparable. Mais intérieurement, je sombrais, hanté par des rêves où Alexis et moi fuyions Paris pour une vie libre à New York, cette Amérique fantasmée, terre des amours audacieux, avec ses skylines intrépides et ses droits conquis de haute lutte. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits, Alexis m'appela. Sa voix était brisée, j'ai tout avoué à Élise. Pas tout. Juste que je suis gay. Elle est dévastée. Mon monde s'écroula à nouveau. Je courus chez eux, dans le 7e arrondissement, trouvant Élise en larmes sur le canapé Louis XV, Alexis prostré à ses pieds. « C'est toi, n'est-ce pas ?» sanglota-t-elle en me voyant, ses yeux rougis perçant mon âme. Le choc fut total, comment avait-elle su? Des indices subtils, des absences synchrones, un parfum étranger sur mon col. La confrontation fut un ouragan. « Comment as-tu pu ?» hurla-t-elle, me giflant avec une force surprenante. Alexis intervint, la plaquant contre lui en un geste protecteur fraternel, mais ses yeux cherchaient les miens, implorant pardon. « C'est ma faute » murmura-t-il. « Laisse-moi porter ça. » Mais Élise, blessée dans sa chair même, nous rejeta tous deux, « Sortez. Vous avez souillé tout ce que nous avions. » Je partis dans la nuit enneigée, errant comme un fantôme vers la tour Eiffel scintillante, symbole ironique d'une ville lumière devenue ténèbres. Les jours qui suivirent furent un exil intérieur, une errance dans les méandres de Paris comme un Rimbaud en quête de sens perdu. Je m'installai temporairement chez un ami architecte à Belleville, dans un atelier encombré de maquettes et d'odeurs de café brûlé, évitant les appels d'Élise qui oscillaient entre rage et supplication. « Reviens, Adrien. On peut réparer ça. Il n'est rien pour moi, juste un frère malade. » Ces mots, transmis par messages vocaux larmoyants, me transperçaient comme des flèches empoisonnées. Malade? Alexis, avec sa force tranquille, réduit à une pathologie? Cela ravivait ma colère contre elle, contre moi, contre ce triangle infernal que nous avions tissé dans l'ombre. Alexis, lui, disparut dans son bureau d'avocat, plaçant des murs de silence entre nous. Un seul texto, donne-moi du temps. Pour elle, pour nous. Le nous persistait, fantôme insidieux qui me réveillait en sursaut, le corps en feu de souvenirs volés, sa peau chaude sous mes doigts lors de notre nuit rue des Écoles, ses murmures en français ancien, citations de Rimbaud qui scellaient nos étreintes comme des serments païens. Je marchais des heures, des kilomètres le long du canal Saint-Martin,
où les graffitis criards des artistes de rue semblaient hurler mes tourments intérieurs. Paris, ma muse cruelle, se moquait de moi avec ses couples enlacés sous les platanes, leur rire fusant comme des défis à ma solitude. La première fissure dans ce mur apparut lors d'une audience au tribunal de l'île de la Cité, où je le vis par hasard, plaidant avec une éloquence fiévreuse pour un client accusé de fraude. Debout dans la salle aux boiseries sombres, sa voix résonnait comme un appel personnel, défendant non seulement l'innocence mais une humanité bafouée. Je restai en retrait, ombre parmi les curieux, mais nos regards se croisèrent au moment où il conclut « La justice n'est pas vengeance, mais rédemption ». Était-ce pour moi? Le soir même, il m'invita à un café anonyme près de Châtelet, lieu neutre aux néons blafards et aux conversations étouffées. Nous nous assîmes face à face, une table cirée nous séparant comme un no man's land. Elle va demander le divorce, annonça-t-il d'emblée, ses yeux cernés trahissant des nuits blanches. Et elle a raison. J'ai tout gâché. Sa voix chevrotait, et pour la première fois, je vis l'avocat invincible craquer, les épaules secouées de sanglots contenus. Je tendis la main, couvrant la sienne, sentant les veines saillantes sous ma paume. Non. C'est nous qui avons tout gâché. Ensemble. Les mots sortirent, libérateurs, et dans ce café impersonnel, nous pleurâmes pas de larmes théâtrales, mais un flot discret, cathartique, qui lava les premières couches de culpabilité. De là naquit une trêve fragile, des rencontres sporadiques, d'abord pour discuter d'Élise, de comment la soutenir sans la blesser davantage. Elle avait quitté l'appartement conjugal pour séjourner chez leur mère, transformant notre nid d'amour en mausolée de souvenirs. Je signai les papiers du divorce avec une résignation amère, lors d'un rendez-vous chez un notaire guindé du 8e, où les formalités froides contrastaient avec le chaos émotionnel. Élise, pâle mais résolue, me serra la main, « Je t'aimerai toujours, Adrien. Mais pas comme ça. » Ces mots étaient un adieu doux amer, teinté de pardon naissant, et je partis la gorge nouée, sentant le poids d'une liberté volée. Avec Alexis, les choses évoluèrent subtilement, comme un opéra français se déployant en actes mesurés. Nos cafés devinrent des dîners, dans des bistrots discrets de Montparnasse où les serveurs aux moustaches grisonnantes servaient des escargots et du vin rouge sans poser de questions. Nous parlions de tout, de son enfance à Neuilly, bercé de leçons de piano et de silence paternel, de mes années à l'école des beaux-arts, où j'avais sculpté des corps masculins en argile, ignorant alors le désir qu'ils éveillaient. Un soir, après une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, il m'emmena chez lui, un loft minimaliste rue de Birague, avec vue sur la place des Vosges. L'air y était chargé d'odeurs de livres anciens et de cuir frais. Il alluma une cheminée électrique, geste romantique qui fit danser des ombres sur les murs blancs, et nous nous assîmes sur un canapé bas, nos cuisses se frôlant innocemment. « Je veux recommencer, Adrien, dit-il, sa main remontant le long de mon bras. Pas en cachette. Ouvertement. Son baiser fut doux cette fois, explorateur, comme s'il redécouvrait un territoire familier. Je répondis, me laissant emporter par la marée, nos corps s'entremêlant dans une danse lente, empreinte de tendresse refoulée. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour pour la première fois sans peur, ces murmures en français « Je t'aime », mon Adrien se mêlant au craquement du feu factice, tissant une intimité profonde, presque sacrée. Pourtant, le paradis fut de courte durée. Le conflit ressurgit sous la forme d'un fantôme familial, leur mère, la veuve altière aux perles éternelles, apprit la vérité par Élise, dans un éclat de colère filiale. Elle convoqua Alexis dans son salon lambrissé, un sanctuaire de porcelaine et de portraits ancestraux, et le désavoua publiquement, « Tu n'es plus mon fils. » Pas comme ça. Ces mots, rapportés par un appel paniqué d'Alexis, le brisèrent. Il débarqua chez moi au milieu de la nuit, trempé par une averse printanière, s'effondrant dans mes bras comme un arbre foudroyé. Je le serrai contre moi, frottant son dos pour chasser le froid, et nous passâmes la nuit à parler, à pleurer, à nous aimer avec une urgence qui frisait le désespoir. « Pourquoi la vie doit-elle être si cruelle ?» gémit-il, sa tête nichée contre mon épaule. Je n'avais pas de réponse, seulement des caresses, des promesses chuchotées dans l'obscurité. Le lendemain, nous affrontâmes Élise ensemble, dans un café neutre près de l'opéra. Elle arriva, élégante dans un tailleur noir, mais ses yeux rougis trahissaient la douleur. « Maman est impitoyable, dit-elle amèrement. Mais je ne la laisserai pas vous détruire. » Ce fut le début d'une alliance improbable, les siblings Moreau, unis contre l'héritage toxique de leur éducation. Élise, avec sa résilience d'artiste, organisa une confrontation familiale, transformant le salon maternel en arène de vérité nue. « Mère, l'amour n'est pas une maladie, déclara-t-elle, sa voix ferme malgré les tremblements. Alexis, à mes côtés,
ajouta, je suis ton fils, gay ou pas. Et Adrien est l'homme que j'aime. La vieille dame, figée dans son fauteuil bergère, pleura au nom de rage, mais de deuil pour un monde qu'elle avait idéalisé. J'ai peur pour vous, avoua-t-elle enfin, brisant le silence. Ce ne fut pas un pardon total, mais une trêve, un pas vers la compréhension. Pourtant, le vrai haut de gamme guettait, tapi dans l'ombre comme un traître shakespearien. Au travail, Alexis défendait un cas sensible, la défense d'un activiste queer persécuté pour ses écrits, un jeune homme aux dreadlocks et aux tatouages manifestes qui rappelait nos propres luttes intimes. L'affaire attira les médias, et un journaliste zélé, flairant le scandale, déterra notre histoire. Un article dans Le Monde, titré « L'avocat gay et son beau-frère, amour interdit au cœur de Paris », éclaboussa nos vies comme une boue journalistique. Le tollé fut immédiat. Au bureau, mes collègues murmuraient dans les couloirs, jetant des regards obliques sur mes plans d'architecte. Élise reçut des appels anonymes, sa galerie vandalisée par des graffitis homophobes. Et Alexis. Alexis plia sous la pression. Lors d'une nuit orageuse, il me confronta dans notre appartement reconquis, « C'est trop, Adrien. Le barreau me lâche, maman me supplie de guérir. Je ne peux pas te traîner dans ça. » Ces mots étaient des lames, et je ripostai avec fureur, « C'est la réaction qui nous tue, pas l'amour. Fuir, c'est trahir tout ce qu'on a bâti. » La dispute culmina en cris, en objet jeté un vase Ming brisé symbolisant nos illusions, et il partit, claquant la porte sur un « Je t'aime trop pour te détruire ». Je m'effondrais, seul avec l'orage qui martelait les fenêtres, sentant le vide comme une plaie ouverte. Les jours suivants, il ignora mes appels, se réfugiant dans un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel reproche. Paris, ville des Lumières, devint un labyrinthe de solitude, où chaque coin de rue évoquait son fantôme, le banc du Luxembourg où nous nous étions embrassés, le pont Alexandre III sous lequel nous avions fait l'amour en secret. Dans ce désespoir, Élise devint mon encre inattendue. Elle m'invita à son atelier, un loft baigné de toiles inachevées, et nous parlâmes des heures, buvant du thé à la menthe comme des confidents d'enfance. Il a peur, Adrien. Comme nous tous. Mais l'amour vrai ne fuit pas, il affronte. Ces mots, empreints d'une sagesse nouvelle, me touchèrent. Elle avait pardonné, non par résignation, mais par une humanité profonde, reconnaissant que notre mariage avait été un chapitre, pas la fin du livre. Aime-le pour deux, dit-elle en me serrant dans ses bras, un geste sororal qui scella notre nouvelle fraternité. Inspiré, je partis à sa recherche. Il s'était retranché dans la maison familiale de Normandie, un manoir délabré face à la mer agitée de Deauville. Je roulais des heures sous un ciel bas, la Manche hurlant ses colères, et le trouvai sur la plage, silhouette solitaire face aux vagues écumantes. « Alexis » criai-je contre le vent. Il se tourna, les yeux rougis par le sel et les larmes. « Pourquoi » murmura-t-il quand je l'atteignis, essoufflé. « Parce que la vie n'est pas un tribunal où l'on plaide innocent. C'est un opéra, avec ses drames et ses airs sublimes. Et notre histoire mérite son final. » Je l'embrassai là, sur le sable mouillé, indifférent aux éléments, nos corps se fondant dans l'embrun comme une allégorie romantique. Il céda, ses bras m'enlaçant avec une force renouvelée, et nous restâmes ainsi, battus par la tempête, jusqu'à ce que le ciel s'apaise. Le retour à Paris fut une renaissance prudente, comme un oiseau testant ses ailes après la cage. Alexis démissionna de son cabinet, choisissant de se consacrer à une association d'aide aux victimes de discrimination, un virage militant qui le rajeunit, illuminant son visage d'une passion nouvelle. Moi, je plongeais dans un projet ambitieux, la rénovation d'un ancien couvent en centre LGBTQ+, dans le 11e arrondissement, un espace de lumière et d'ouverture où les murs de pierre centenaire accueilleraient des ateliers, des thérapies, des bals masqués évoquant les nuits folles de la belle époque. Élise nous soutint discrètement, exposant des œuvres d'artistes queer dans sa galerie, transformant sa douleur en pont vers la guérison collective. Pourtant, la paix était fragile, tissée de fils d'or et d'épines cachées. La mère d'Alexis, toujours perchée sur son piédestal de regret, alternait entre visites tendres des gâteaux alsaciens déposés à la porte et silences accusateurs. Lors d'un déjeuner dominical forcé, elle nous observa par-dessus ses lunettes, forçant un « je m'adapte » qui sonnait comme une capitulation. Alexis, magnanime, lui prit la main, « Maman, l'amour n'efface pas le sang, il l'enrichit. » Ces mots, simples, fissurèrent la glace, et pour la première fois, elle sourit un sourire timide, mais vrai, annonciateur d'un pardon lent comme la fonte des neiges normandes. Notre relation, elle, fleurissait en secret, loin des regards encore suspicieux.
nous redécouvrions l'intimité dans les détails, un café partagé aux fleurs, où Sartre et Beauvoir avaient jadis conspiré, une escapade à Giverny, marchant dans les jardins de Monet, où les nénuphars roses symbolisaient nos désirs refleuris. Alexis était un amant attentif, ses caresses comme des croquis d'architecte, précises et inspirées, explorant mon corps avec une révérence qui me faisait fondre. « Tu es ma cathédrale », murmura-t-il, ses lèvres traçant des arches invisibles sur ma peau, et je riais, le cœur gonflé d'une joie presque coupable. Mais le destin, ce dramaturge impitoyable, réservait un acte sombre. Ce fut lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, un cortège coloré de drapeaux arc-en-ciel et de slogans vibrants, que le passé nous rattrapa. Un ancien collègue d'Alexis, un avocat homophobe aux allures de notable provincial, nous reconnut dans la foule. Ivre de vin et de préjugés, il s'approcha, crachant « traître ». Tu salis la profession avec tes perversions. Les mots fusèrent, attisant une bagarre, Alexis le repoussa, mais l'homme riposta, un coup de poing maladroit qu'il envoya au sol, le sourcil fendu. Le chaos s'empara de la place, cris, sirènes de police, flash des caméras. Je me précipitai, protégeant Alexis de mon corps, sentant la peur viscérale de la violence homophobe, cette ombre qui plane toujours sur nos amours. À l'hôpital Cochin, sous les néons crus, on pensa sa plaie 7 points de suture, rien de grave, mais la blessure profonde était ailleurs, dans le regard d'Alexis, voilé de doute. Et si c'était un signe? Si le monde n'est pas prêt pour nous? Sa voix, faible, brisa mon cœur. Je le serrai, jurant fidélité, mais intérieurement, la peur s'insinuait, venin lent. Élise arriva en trombe, portant des fleurs et une fureur maternelle, ces salauds paieront. J'appelle mon avocat au, ironie. Son soutien, farouche, nous rappela que la famille se choisit, se reconstruit. La presse s'empara de l'affaire, transformant Alexis en martyr du mouvement, son portrait barré d'un pansement dans Libération, l'amour sous les coups. Paradoxalement, cela nous unit plus, des invitations à des débats, des dîners avec des activistes comme Lynn Papin ou des artistes queer émergents, où nos histoires se croisaient en un tapestry humain. Pourtant, la trahison couvait, plus intime, plus dévastatrice. Un soir d'été, alors que la canicule enveloppait Paris d'une langueur moite, je découvris des messages sur le téléphone d'Alexis, laissés sur la table de nuit. Des échanges tendres avec un certain Julien, un ex-amant croisé lors d'une conférence à Lyon, tu me manques. Adrien est bien, mais toi. Le choc fut un abîme, un vertige qui me fit chanceler. Julien? Cet homme que j'avais rencontré brièvement, souriant, charismatique, avec qui Alexis avait partagé un passé tumultueux avant notre mariage avec Élise. Je confrontai Alexis au retour d'une course matinale, le trouvant en sueur, rayonnant encore de l'effort. « Qui est Julien ?» demandai-je, la voix glaciale, brandissant le téléphone comme une preuve accablante. Son visage se décomposa, passant du choc à la culpabilité. « Adrien. C'est rien. Des regrets du passé, des messages ivres après la manif. » Mais les mots sonnaient faux, et sous la pression, la vérité suinta, une nuit de faiblesse, lors d'un voyage professionnel, où la solitude et le vin avaient ravivé une flamme éteinte. Je paniquais, avec l'agression, la presse. J'ai eu besoin de quelque chose de familier. La trahison me frappa comme un raz-de-marée, noyant la confiance en un océan de douleur. Familier? Et moi? Suis-je juste un remplaçant, un choix par défaut, hurlai-je, les larmes coulant malgré moi. Alexis s'agenouilla, suppliant, non. Tu es tout. C'était une erreur, un moment de folie. Mais les mots ne suffisaient plus, je partis, errant dans les rues surchauffées, vers le Louvre déserté, où les statues antiques semblaient juger mon cœur brisé. Là, assis sur les marches, je repensais à notre première nuit, à ce baiser volé qui avait tout changé, et me demandais si l'amour, ce mirage romantique, n'était qu'une illusion cruelle. Élise, encore une fois, fut mon refuge. Je la trouvai dans sa galerie, entourée de toiles abstraites aux teintes tourmentées. Encore lui, soupira-t-elle, m'offrant un verre de rosé provençal. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, dévidant les fils de la déception, l'amour n'est pas parfait, Adrien. C'est du travail, du pardon. Mais seulement si les deux veulent. Ces conseils, imprégnés d'une sagesse durement acquise, me firent vaciller. Était-ce pardonner, ou se résigner à une chaîne d'infidélité? Alexis, de son côté, sombra dans la remorse. Il m'envoya des lettres manuscrites, des pages froissées évoquant Verlaine et Rimbaud, ces amants maudits dont les passions dévastatrices inspiraient autant qu'elles terrifiaient. Je suis un lâche,
mon amour. Mais sans toi, je ne suis rien. Une de ces lettres me trouva lors d'une escapade solitaire à Versailles, où les jardins symétriques du roi Soleil moquaient ma désordon intérieure. Je la lus sous un bosquet, les larmes brouillant l'encre, et sentis le tiraillement, haine et amour, indissolubles comme les allées infinies. Le point de non-retour survint lors d'une tempête automnale, qui flagella Paris de vents hurlants et de pluies torrentielles. Alexis débarqua chez moi, trempé jusqu'aux os, son manteau dégoulinant sur le parquet. Julien est du passé. J'ai coupé tout contact. Laisse-moi te prouver que je peux changer. Sa vulnérabilité, crue, désarmée, brisa mes défenses. Nous nous embrassâmes sous l'orage, un baiser salé de pluie et de sel, et dans la fièvre de la réconciliation, nos corps se retrouvèrent, plus intimes, plus urgents, comme pour sceller un pacte fragile. Mais la confiance, une fois ébréchée, ne se recolle pas sans cicatrice. Les mois suivants furent une danse sur des braises, des nuits passionnées alternant avec des silences lourds, des doutes qui ressurgissaient comme des marées hautes. Je consultai un thérapeute, un homme sage aux lunettes rondes, qui m'apprit à nommer mes peurs. L'amour queer est un acte de courage, Adrien. Mais il demande de l'honnêteté absolue. Alexis suivit le même chemin, nous assistant ensemble à des groupes de soutien, où des histoires similaires trahison, réconciliation ont tissé un filet de solidarité. Un soir de Noël, sous les guirlandes scintillantes des Champs-Élysées, nous marchâmes main dans la main, défiant les regards encore curieux. Élise nous rejoignit, portant un cadeau emballé de rubans rouges, un portrait d'elle, nous trois enlacés dans un style cubiste, symbolisant notre famille recomposée. Pour le futur, dit-elle, les yeux brillants. La mère d'Alexis, présente pour la première fois, hocha la tête, murmurant un joyeux Noël qui valait tous les pardons. Pourtant, le climax approchait, tapi dans l'ombre d'une maladie insidieuse. Au printemps, Alexis fut diagnostiqué d'une leucémie, un coup de théâtre que la vie réservait aux héros de tragédies françaises. Les médecins du Pitié-Salpêtrière, avec leur franc-parler cartésien, annoncèrent un pronostic réservé, chimiothérapie, greffe potentielle, et un combat acharné. C'est le stress, peut-être l'agression, spécula-t-il amèrement lors de notre première nuit à l'hôpital, sa main pâle dans la mienne. Le monde s'arrêta. Je devins son roc, alternant visite et travail, dormant sur des chaises inconfortables imprégnées d'antiseptiques. Élise organisa des collectes pour l'assaut, transformant notre drame en cause collective. La mère, galvanisée par la peur de la perte, se rapprocha, cuisinant des bouillons et récitant des prières laïques. Alexis, avec son humour noir d'avocat, plaisantait, au moins, si je meurs, ce sera en martyr romantique. Mais ses yeux, voilés par la fatigue, trahissaient la terreur. La maladie transforma nos jours en un kaléidoscope de souffrance et de lumière, où chaque traitement était une bataille, chaque rémission une victoire précaire. Les couloirs stériles de l'hôpital devinrent notre nouveau foyer, ponctués de visites furtives, Élise apportant des livres audio de Gide, sa plume explorant les amours interdites, des amis militants chantant des chansons de Brassens sous les néons blafards. Je quittai mon projet d'architecture pour me consacrer à lui, dessinant des plans d'un futur improbable, une maison en Provence, avec un jardin de lavande et une piscine où nager nu sous le soleil. Alexis luttait avec une dignité farouche, son corps amaigri ne diminuant pas l'intensité de son regard. Nos nuits, quand les infirmières s'éloignaient, étaient des sanctuaires d'intimité, ses doigts entrelacés aux miens, des murmures de projets fous, comme un voyage à San Francisco, cette mecque queer américaine où les mariages arc-en-ciel défiaient les cieux. On ira, mon amour, promettais-je, ignorant les ombres du pronostic. Mais la trahison passée ressurgissait parfois, dans des accès de vulnérabilité, et si je meurs ? Julien était une erreur, mais toi. Tu mérites la vie entière. Ces mots me poignardaient, ravivant la plaie, mais le pardon, ce processus alchimique, opérait sa magie. On affronte ensemble, répondais-je, l'embrassant doucement, nos lèvres effleurées par le masque à oxygène. La chimiothérapie le ravageait, une nausée, perte de cheveux qu'il rasait lui-même avec un rire forcé, mais dans ces moments, notre amour se purifiait, distillé en essence pure, humaniste, au-delà des chairs. Le don de moelle osseuse vint d'une source inattendue, Élise. Testée compatible, elle offrit sans hésiter, un geste de sœur absolue qui transcenda nos histoires passées. Pour lui. Pour nous tous, dit-elle lors de la greffe, pâle sous les draps chirurgicaux. La procédure fut un succès relatif, les cellules de sa vie infusant en Alexis une énergie nouvelle, comme un phénix renaissant des cendres familiales. La mère, témoin muet, pleura en silence, serrant ma main pour la première fois, merci d'avoir tenu.
La convalescence fut un lent retour à la vie, marqué par des rechutes mineures et des joies simples, une sortie au parc de Bagatelle, où les roses embaumaient nos promenades, un dîner improvisé avec Élise, toast au caviar et anecdotes sur nos enfances disparates. Alexis, affaibli mais résilient, reprit son militantisme, écrivant un essai pour une revue queer, L'amour comme résistance, où il décrivait notre odyssée sans phare, plaidant pour une humanité inclusive. Le texte, publié anonymement d'abord, fit sensation, lu lors d'un événement au centre Pompidou, où sa voix, encore frêle, résonna comme un manifeste. Pourtant, le conflit final, ce serpent tapis, frappa sous la forme d'une rechute majeure. Au cœur de l'été, lors d'une canicule qui faisait fondre l'asphalte parisien, les analyses révélèrent une progression, stade avancé, option limitée. C'est la fin, murmura Alexis dans notre chambre, les yeux fixés sur la tour Eiffel clignotante par la fenêtre. Le choc me paralysa, après tant de combats, cette trahison du corps semblait cosmique, un caprice cruel du destin. Non, hurlai-je intérieurement, mais extérieurement, je tins bon, organisant des traitements expérimentaux, consultant des spécialistes à Lyon et même à Genève. Élise, notre pilier, craqua la première, pourquoi lui? Il a déjà tant donné. Nous pleurâmes ensemble dans sa galerie, entourés de toiles qui hurlaient leur chaos coloré. La mère, transformée par l'épreuve, se convertit en guerrière, appel à des fondations, voyage pour des essais cliniques. Mais Alexis, sentant l'inévitable, choisit la dignité, je veux mourir chez nous, Adrien. Avec toi. Ces mots étaient un testament d'amour, et je hochai la tête, le cœur en miettes. Les derniers mois furent un poème en prose, une célébration délibérée de la vie. Nous voyageâmes pas à San Francisco, trop loin, mais à Honfleur, village natal de leur père, où la mer normande berçait nos regrets. Là, sur la plage de Galets, il me demanda en mariage, un anneau simple en argent gravé pour toujours, pas pour la loi, mais pour l'âme. Nous échangeâmes des vœux au coucher du soleil, Élise et la mer comme témoins, un rituel païen sous les mouettes criardes. Paris, revenu, nous accueillit avec ses fêtes, un bal queer au cirque d'hiver, où Alexis, en smoking usé, dansa avec moi une valse viennoise, ignorant la fatigue. La douleur s'intensifia en automne, quand les feuilles des marronniers rougissaient comme du sang dilué. Les soins palliatifs s'installèrent chez nous, une infirmière discrète veillant les nuits. Nos conversations devinrent philosophiques, évoquant Camus et son absurde, ou Sartre et la liberté choisie face à la mort. J'ai aimé sans regret, confia-t-il un soir, sa main osseuse dans la mienne. Toi, Élise, maman. Vous m'avez rendu entier. Je pleurais alors, avouant mes doutes, et Julien? Ça m'a hanté. Il sourit faiblement, une leçon. L'amour vrai pardonne, car il sait la fragilité humaine. Élise organisa un adieu collectif, un dîner dans notre appartement, avec amis, militants, famille. Rire forcé, toast au champagne, et Alexis, alité mes alertes, racontant des anecdotes judiciaires hilarantes. La mère, émue, porta un toast à mon fils, qui m'a appris à aimer au-delà des apparences. Ce fut un moment de grâce, humaniste, où la mort plana sans assombrir la lumière. Les dernières heures, je les passais seul avec lui, la ville endormie dehors. Chante-moi du Brel, demanda-t-il, et je murmurai ne me quitte pas, voix chevrotante, tandis que son souffle s'apaisait. Il s'éteignit à l'aube, un sourire aux lèvres, sa main serrant la mienne jusqu'au bout. Le vide fut abyssal, un hurlement silencieux qui me plia en deux. Les funérailles furent un hybride de rituel, une cérémonie laïque à la Père-Lachaise, parmi les tombes de Wilde et Proust, où des discours militants alternèrent avec des lectures poétiques. Élise lut un extrait de Les Chants de Maldoror, sombre et passionné, la mer, un psaume réinventé en hymne à la vie, moi, une lettre d'amour que j'avais écrite en secret, proclamant « Tu n'es pas parti, tu es dans chaque pont de Paris, chaque regard complice ». La foule, arc-en-ciel humain, chanta la vie en rose en chœur, transformant le deuil en célébration. Les jours post-mortem furent un brouillard, où Paris, maudite complice, me narguait de ses beautés indifférentes, la Seine coulant imperturbable, les cafés bruissants de vie. Je m'effondrais dans le travail, achevant le centre LGBTQ+, avec une ferveur obsessionnelle. L'inauguration en son honneur, une plaque gravée à Alexis Moreau, architecte des âmes. Élise, sœur dans la peine, m'accompagna, sa galerie exposant ses portraits posthumes, tableaux où son visage vert éclaboussait de couleurs vives. La trahison de son corps devint ma leçon, l'amour n'efface pas la mortalité, mais la transcende. Je fondai une fondation en son nom, aidant les couples queer face à la maladie, des bourses pour thérapie, des retraites en Normandie. La mère, veuve 2 fois,
se joignit, son orgueil brisé révélant une tendresse enfouie. Il t'a aimé comme je n'ai pas su aimer son père, confia-t-elle un soir, lors d'un thé avenue Montaigne. Avec le temps, le deuil s'alchimisa en mémoire vivante. Je voyageai enfin à San Francisco, semant ses cendres une partie, légalement dans le Castro, quartier des pionniers, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses tenues. Là, sous le soleil californien, je sentis sa présence, un vent chaud, un rire dans la brise. De retour, Élise et moi retissâmes notre lien, amis intimes, peut-être plus un jour, mais sans hâte. Un soir d'hiver, 2 ans après, marchant sur le pont des Arts, je revis son fantôme, silhouette verte contre les lumières, sourire espiègle. Était-ce le vin, ou l'amour éternel? Je souris, serrant l'anneau à mon doigt. Paris, ville des amours impossibles, m'avait enseigné la plus grande leçon, aimer, c'est risquer la perte, mais vivre pleinement dans l'instant. Alexis n'était pas une fin, mais un chapitre humaniste, un appel à persévérer. Et ainsi, dans le flux incessant de la scène, la vie continua au dramatique, émouvante, romantique, profondément humaine. Pour lui, pour nous, pour tous ceux qui osent aimer au-delà des ombres.